Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Fil 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Le débat de ce soir porte sur la crise agricole qui frappe le pays. De nombreuses manifestations ont eu lieu cette année pour marquer la colère des producteurs de lait, de céréaliers ou d'éleveurs. Mais de quelle agriculture parle-t-on? Est-ce toute l'agriculture française qui est en difficulté ou est-ce le productivisme qui est en cause? Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les alternatives locales qui existent dans les Yvelines? Sont-elles assez efficaces pour subvenir aux besoins de tous? N'hésitez pas à réagir sur le Twitter de l'émission en tapant hashtag 78société. Pour répondre à ces questions, deux invités autour de la table. Luc Miseret d'abord du Parti communiste français des Yvelines. Vous mettez notamment régulièrement en place des points de vente directs entre producteurs et consommateurs et vous êtes chargé des questions sur l'économie sociale et solidaire dans ce PCF 78. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Dorian Spack, qui est coordinateur général de l'association Terre et Cité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'objectif de Terre et Cité, c'est de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le plateau de Saclay et ses vallées et de préserver et mettre en valeur le patrimoine associé. Est-ce que c'est bien ça? Alors, nous aurions dû avoir 4 invités autour de la table avec 2 agriculteurs de la région, mais avec les récentes intempéries, ils sont retenus sur leur champ, donc ce sont les aléas du direct. On va commencer, messieurs, si vous voulez bien, avec un extrait. C'est François Lecoq, président de la FDSEA sur le canton de Houdan, qui était intervenu dans le journal du 2 septembre sur TV Fil pour expliquer les raisons de la mobilisation des agriculteurs. On l'écoute et ensuite, je vais vous demander vos réactions, bien sûr. On écoute François Lecoq. Le fond de nos revendications, il est simple. Aujourd'hui, les céréaliers viennent en soutien à nos amis éleveurs. Nous avons besoin de l'élevage. Aujourd'hui, l'élevage va mal en France, comme la grande culture, du fait de trop de normes et de trop de réglementations. On a aujourd'hui des politiques français qui ont complètement oublié que l'agriculture est une activité économique et qu'il nous faut être concurrentiel, sinon nous ne tiendrons pas. Ça fait 10 ans qu'on leur répète. Ce n'est pas du dernier fait de François Hollande, il faut être honnête. Il y a beaucoup de temps que ça dure et qu'on empile des réglementations sans en retirer. Et aujourd'hui, l'agriculture est en difficulté, mais beaucoup d'entreprises autres que l'agriculture subissent les mêmes problèmes de normes et n'arrivent plus à être compétitives. Luc Miseret, une réaction sur les propos de François Lecoq? Trop de réglementation sur l'agriculture? Ça, c'est un discours qu'on entend régulièrement et pas simplement dans l'agriculture. Donc, qu'il y ait des simplifications à avoir sans doute, mais en général, quand il y a des réglementations qui se développent, c'est aussi quand même très souvent parce qu'il y a des origines. Et ce dont souffre le plus l'agriculture, à mon avis, c'est plus des contraintes que leur impose le Crédit Agricole, par exemple, que leur impose le fait de ne pas avoir la capacité de développer leurs activités, de diversifier leurs activités. On est dans une région traditionnellement qui est très céréalière. Et puis je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une petite manipulation politique derrière tout ça. Laquelle? Derrière la FNSEA et la FDSEA, en tout cas la plupart des FDSEA. Quel syndicat majoritaire dans Quel syndicat majoritaire, mais qui est quand même très largement marqué à droite. Donc on utilise ça comme d'autres ont utilisé le mariage pour tous. Les problématiques qui sont réelles, il n'y a rien à voir entre les problèmes des céréaliers qui, en général, se portent très très bien et les problèmes des éleveurs et leur solidarité. On a confiance en eux, selon un bon vieux proverbe, comme dans un âne qui recule. Dorian Spack? Oui, moi je pense que je comprends en fait d'une certaine manière la détresse et le sentiment de détresse des exploitants agricoles parce qu'on a, je pense, par les politiques publiques qui ont été mises en place au niveau national et au niveau européen, créé une déconnexion d'une certaine manière entre les agriculteurs et les territoires dans lesquels ils s'inscrivent, etc. C'est-à-dire une déconnexion? C'est-à-dire qu'en fait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place la politique agricole commune. Il faut savoir qu'à l'époque, en Europe, de manière générale, on fonctionnait avec des tickets de rationnement, que ça a duré un certain nombre d'années après la guerre. Et du coup, la priorité à cette époque-là, c'était de nourrir l'Europe. Et donc, du coup, on s'est donné les moyens de massivement développer la production agricole par le biais du développement du machinisme, par le biais du développement des engrais, des pesticides, etc.
pour augmenter les productivités et arriver à nourrir l'Europe. À cette époque-là, c'était nécessaire, puisque l'Europe n'était pas autosuffisante en termes alimentaires. On avait des gros problèmes d'alimentation en Europe, et donc du coup, il y avait effectivement des mesures à prendre. Le problème, c'est que au moment où le système a atteint ses objectifs, et même il s'est mis à les dépasser, on n'a pas su revoir les objectifs pour les adapter aux changements de société. Et donc maintenant, en gros, les agriculteurs gardent un système d'aide et un système de soutien par les politiques publiques qui encourage un certain type de développement, alors que ce même système est bridé par des systèmes de quotas, etc. Et donc, du coup, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir un sentiment un peu de frustration d'agriculteurs qui sont pris d'un certain côté entre un système qui les encourage vers une seule et unique direction, qui est sans doute... Laquelle, justement? Vers quelle direction? Qui est une direction de produire de plus en plus, etc., et d'industrialiser de plus en plus les exploitations. Pas forcément que ce soit toujours négatif. Il y a sans doute certaines configurations dans lesquelles, effectivement, il faut pouvoir amplifier les volumes, etc. Mais le fait que ce soit le modèle unique qui est proposé, c'est sans doute un petit peu problématique. En Ile-de-France, on sait qu'il y a eu un effondrement un petit peu de toutes les filières d'élevage, des filières laitières, etc., qu'avec la massification des points de collecte, etc., c'est de plus en plus difficile, notamment pour les exploitants qui sont en périurbain. Je pense que beaucoup des exploitants qui sont sur notre territoire aujourd'hui sont des exploitants qui doivent faire face aux contraintes périurbaines. Et du coup, il y a sans doute, dans ces contextes-là, à repenser la manière dont l'agriculture peut s'inscrire sur nos territoires dans un contexte qui est assez périurbain, et avec ce problème d'effondrement des filières qui est assez complexe aujourd'hui pour les agriculteurs. Alors on l'a beaucoup entendu, ça de la part des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs. Comment expliquez-vous qu'un producteur, qu'un éleveur puisse travailler à perte, vendre ne pas pouvoir fixer le prix de la viande qu'il élève, du lait qu'il produit, des céréales qu'il plante? Comment expliquer ça concrètement? Concrètement, c'est le fait que les agriculteurs en fait sont devenus non plus des artisans qui, disons, maîtrisaient l'ensemble de la valeur ajoutée sur leur production, comme c'était le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ces modèles-là parce qu'on savait aussi les difficultés de l'agriculture à ces époques, mais je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, sont devenus des producteurs de matières premières, pour une bonne partie d'entre eux. Et en fait, aujourd'hui, une bonne partie de la valeur ajoutée est réalisée par ceux qui font l'étape d'après, c'est-à-dire les industries agroalimentaires, etc., qui vont transformer après cette matière première dans les produits qui sont commercialisés, qui s'occupent de la commercialisation, de la valorisation des produits, etc. Nous, ce qu'on voit sur le plateau de Saclay et ce qu'on encourage, c'est d'encourager les exploitants, qui sont aujourd'hui pour beaucoup effectivement des exploitants céréaliers, puisque c'est là ce vers quoi on les a encouragés aujourd'hui, à se réapproprier cette valeur ajoutée, ces étapes de transformation, etc., ce qui amène à recréer de l'emploi sur les territoires et à reprendre le contrôle justement sur cette valeur ajoutée pour vendre directement les produits aux citoyens, d'autant que la demande est quand même énorme. On est sur un bassin de population direct avec 800 000 habitants, on a 11 millions d'habitants dans la région Île-de-France, et il y a une forte demande de produits locaux reterritorialisés. Luc Miseret? Oui, ben ça s'appelle la loi du marché. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous qu'est-ce qu'on a voulu faire? Mettre en relation directement les producteurs avec les consommateurs, qu'on peut appeler des consomme-acteurs, puisqu'on essaye de les rendre conscients de la démarche qu'ils font. Et ces producteurs, eh bien, en squeezant à la fois les négociants, les intermédiaires et la grande distribution, parce que c'est eux qui se gaffent, parce que oui, il y a les transformateurs, mais il y a aussi les négociants, les intermédiaires qui font pas grand-chose, la grande distribution qui leur impose des prix. Hein, alors la grande distribution ou les grands comme Bigard, etc., qui leur imposent des prix parce qu'ils sont capables d'aller sur le marché. Et effectivement, après on rentre en concurrence, y compris au sein de l'Europe, hein, sans parler de l'Amérique latine par exemple, mais au sein de l'Europe avec les Allemands qui font travailler dans leurs fermes des employés agricoles qui payent avec des lance-pierres qui viennent de Pologne ou je ne sais où, etc. Donc toute cette déréglementation-là et au détriment des producteurs et des consommateurs au bout du compte. C'est pour ça que nous, on s'est mis en relation avec un syndicat agricole qui est, lui, minoritaire, mais qui s'appelle le MODEF, c'est-à-dire le Mouvement de défense des exploitants familiaux, qui cherche à garder une agriculture à échelle humaine. Et tout ça s'inscrit aussi dans des logiques, d'aménagement du territoire.
puisque là on voit que un peu ce que fait Terre Cité. Voilà, donc d'aménagement du territoire, mais il n'y a pas de politique agricole ni dans ce pays ni en Europe pour accompagner les agriculteurs par rapport à ça. On laisse tout à la loi du marché. Donc, du coup, il y a ceux qui résistent parce que bon, ils ont ça et puis qui se sont aperçus quand même que s'ils s'endettaient moins auprès du Crédit Agricole, ils arrivaient à mieux s'en sortir que de toujours être dans cette surenchère, d'agrandir, etc., etc. Et puis, dans le même temps, de produire quelque chose de qualité qu'on est capable d'identifier. Alors, question très naïve, Luc Miseret de Ranspac, si les intermédiaires sont les responsables de cette crise agricole, puisqu'ils imposent les prix, qu'est-ce qui empêche les agriculteurs de couper les ponts avec les intermédiaires? C'est très compliqué. Aujourd'hui, le système entier est structuré comme ça. C'est pour ça que nous, on ne dit pas non plus, on peut pas changer brutalement les choses, etc. Il y a vraiment une réflexion à avoir. Et il y a sans doute aussi certaines des filières qui sont en place. Bon, l'Île-de-France a quand même des capacités en termes de production de céréales qui sont excellentes, et il y a des filières qui sont bien en place, etc. Donc, pourquoi pas continuer à utiliser ça, mais quand même en revoyant peut-être un petit peu la manière dont les agriculteurs sont positionnés par rapport à ça, parce que même en céréales aujourd'hui, il y a les exploitants sont extrêmement soumis à la question des fluctuations, par exemple des taux. Et une année peut être excellente et l'année d'après peut être catastrophique, etc. Et ça, c'est très difficile à vivre pour les agriculteurs. En fait, d'être dépendants, traditionnellement, ils sont déjà dépendants du temps, de la météo, etc. Maintenant, en plus de ça, ils sont dépendants de comment la météo a été en Russie, comment la météo a été aux États-Unis, etc. Donc, du coup, nous, voilà, on dit... En gros, le positionnement qu'on a par rapport à ces questions-là, c'est de dire qu'il ne faut pas forcément remettre en cause tout le système, parce qu'aujourd'hui, on ne saurait pas faire autrement directement comme ça. Il faut le faire progressivement. Et peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est le choix que font beaucoup des exploitants, en tout cas sur le plateau de Saclay. C'est-à-dire qu'ils conservent une activité en céréales parce que c'est aussi ce qu'ils savent faire. C'est des métiers différents quand même à chaque fois qu'on change. Quand on se met à faire de la commercialisation, on a à apprendre un nouveau métier et c'est un boulot. Donc on ne peut pas forcément tout faire tout en même temps. Conserver ses bases, mais mettre en place des diversifications, mettre en place d'autres choses qui vont faire que le jour où les cours de céréales se cassent complètement la figure, on a autre chose dans l'exploitation sur lequel on peut se reposer. Et là, du coup, on gagne aussi un peu d'autonomie, effectivement, par rapport à des grandes filières très industrialisées qui peuvent avoir tendance, là je rejoins l'analyse de M. Miseret, des fois à serrer un peu la vis sur les exploitants et à les amener dans des positions qui ne sont pas très confortables. Moi, je dirais les étrangler, parce que pour être clair, c'est ça. Parce que il faut que, les téléspectateurs se rendent bien compte quand même que il y a effectivement un réel malaise profond. Les agriculteurs rapportés, c'est un nombre de personnes dans les catégories socio-professionnelles qui est pas très très important, mais rapportés en proportionnalité, c'est une des professions où il y a des taux de suicide des plus importants. Donc la situation est très très grave. Et en fait, on a le problème d'une PAC qui est perverse. La politique agricole commune. Dans la mesure où, en fait, elle nourrit plus justement les grands céréaliers que les petites exploitations. Alors, il y a les contraintes, tout ça, oui, mais à un moment donné... Justement, alors de quels agriculteurs parle-t-on? Juste un mot quand même, pour terminer. Sur les contraintes des céréaliers, on nous parle de normes, etc., etc., dans le même temps qu'ils nous parlent de l'état de la nappe phréatique qui est sous la Beauce, par exemple. Parce que si on met des normes, c'est aussi qu'à un moment donné, il y a peut-être des abus. De quels agriculteurs, de quelle agriculture parle-t-on là? Est-ce que c'est toute l'agriculture française? L'agriculture, c'est un terme générique qui est assez large. Est-ce que c'est toute l'agriculture française qui est en crise? Ou est-ce que c'est juste les gros producteurs céréaliers, les gros producteurs de lait ou les grands producteurs de viande? Moi, je crois qu'il y a vraiment une crise assez générale par rapport au positionnement de l'agriculture, qui n'est pas tellement, pour sortir un petit peu justement des questions vraiment très techniques et des questions très précises au niveau financier, je pense qu'il y a derrière une question en termes de positionnement dans la société. Il y a 50 ans, les agriculteurs, c'était vraiment des acteurs majeurs dans la gestion des territoires. C'était des gens qui étaient très fortement insérés dans les tissus socio-économiques locaux, qui construisaient vraiment au développement des territoires, etc. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est d'une part maintenant quand même principalement des acteurs économiques qui sont un petit peu cantonnés à ce rôle de production alimentaire vers
on ne sait pas trop où, mais voilà, il faut produire pour nourrir le monde, ce qui est nécessaire. Mais du coup, on a un peu l'impression qu'ils ont perdu le rôle qu'ils avaient dans le développement des territoires, etc. Et que du coup, ils sont un peu tout seuls face au reste de la société. Et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que si on perd le lien avec les agriculteurs, on se retrouve du coup dans des positions de la société civile aujourd'hui qui peuvent parfois, sur certains aspects, être assez revendicatrices, sans réaliser que les agriculteurs, d'une certaine manière, ont fait exactement ce qu'on leur avait demandé de faire. C'est-à-dire qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place de la PAC, ils sont allés dans cette direction-là. Ils ont fait ça. Et maintenant, on se rend compte que ce n'est pas une bonne direction, mais on ne fait pas tellement bouger les systèmes qu'on a mis en place, et on leur reproche de faire exactement ce qu'on leur a demandé de faire au début. Donc du coup, je comprends qu'ils soient dans une position quand même assez compliqué à gérer, et il y a sans doute vraiment à revoir le fond de comment est-ce qu'on peut accompagner aujourd'hui les évolutions du monde agricole. Et aussi, ce n'est pas seulement qu'une question de sous et qu'une question de technique, je pense qu'il y a à revoir aussi la place qu'on donne à ceux qui produisent l'alimentation qui nous nourrit dans nos sociétés, et plus simplement les considérer comme les agriculteurs et les bouseux, etc., mais vraiment leur redonner un rôle central, parce que sans eux, on ne peut pas manger. Alors justement, le rôle central qu'il leur est redonné, c'est notamment par des actions citoyennes, des actions concrètes pour rapprocher consommateurs et producteurs. On dit souvent que le bio ou le local peut être plus cher. Nous sommes allés demander donc aux Saint-Quentinoises et aux Saint-Quentinois s'ils étaient prêts à payer plus cher pour consommer bio et ou local. On écoute les réponses. Est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher pour manger bio ou local ? Je paye déjà plus cher pour manger bio. Ça contient moins de pesticides, moins d'agents nocifs pour la santé, donc voilà. Déjà, le gouvernement il devrait faire quelque chose là-dessus. On ne mange que du bio et puis c'est tout. Oui, je suis prêt, je fais des efforts de temps en temps. D'ailleurs, il y a un marché bio qui vient des fois le dimanche et je prends moins, mais de qualité. Voilà. À deux, c'est possible, mais ça a un coût plus important, c'est sûr. Donc là, moi, je peux me permettre, parce on est très peu dans la famille maintenant. Non, autant le local, tant qu'à faire. Pourquoi le bio ? Bon, le bio, c'est certainement très bien, mais est-ce que c'est vraiment du bio ? Alors, est-ce que c'est une alternative crédible, d'abord, de vouloir développer le bio et le local dans tout le pays, ou est-ce que ça reste utopiste ? Luc Miseray ? Déjà, on fait toujours des oppositions. Il y a le bio et puis entre deux, il y a aussi l'agriculture raisonnée qui existe aussi. Voilà. Le bio, nous on travaille avec différents agriculteurs. Il y en a un qui est en bio. Il se fait engueuler par ses collègues qui lui disent mais pourquoi tu vends pas plus cher ? Donc le bio c'est pas forcément beaucoup plus cher. Pas plus cher. Eh bien, parce que certains ont utilisé ce créneau-là, y compris pour augmenter les prix, à faire venir du soja de l'autre bout du monde dans la filière bio, etc. Donc il y a des dérives aussi là-dedans. C'est d'ailleurs dit dans le reportage que vous avez utilisé. Il faut clarifier un petit peu tout ça. Mais développer le bio, c'est possible et pas forcément beaucoup plus cher. Mais maintenant, ça met aussi en perspective notre type de consommation. Parce que dans le même temps, parfois c'est plus cher parce qu'à un moment donné, il faut rémunérer les gens correctement. Donc pour qu'ils soient rémunérés correctement, ça peut être plus cher. Mais si c'est plus cher, ça veut dire que, le problème majeur dans notre société, c'est l'augmentation des salaires. C'est-à-dire qu'il y a le CAC 40 qui explose, mais les salaires, ils restent figés, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des gens se réduit. Donc ça, c'est une problématique. Et puis ensuite, en ce qui concerne le type de consommation, consommer de qualité, ça veut dire aussi peut-être consommer moins, mais de qualité. Et ça peut être possible pour certaines personnes. Et ça permettrait de mieux rémunérer le producteur ou l'agriculteur ou l'éleveur, de payer un petit peu plus, ou est-ce que les questions sont complètement déliées ? Mais par exemple, sur la PAC, il pourrait y avoir, quand on dit qu'il faut la repenser, il faut la repenser aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, elle donne plus aux céréaliers parce que quand même, oui, l'ensemble de l'agriculture est touché. Enfin, les céréaliers, quand même, beaucoup moins, surtout les gros, beaucoup moins que les autres. Eux, ils sont sur leur tablette. Ils sont pas bon. Donc, cet enjeu-là, on peut aussi le remettre en perspective sur un réaménagement
d'une PAC qui soit reconsidérée à l'échelle de notre temps. Donc mieux redistribuer l'argent de la PAC. Et puis en même temps, quand on parle des aspects de la fiscalité, parce que ça touche aussi ces aspects-là. Dorian Spaak. Moi, je vous reviens sur la question que je pense qu'il y a une grosse problématique, et celle de l'emploi agricole notamment. Parce que quand on parle justement de créer de la diversification, etc., ça veut dire qu'on crée de l'emploi. Et aujourd'hui, l'emploi agricole n'est pas du tout aidé. On aide l'agriculture sur la base des surfaces, on n'aide pas du tout l'agriculture sur la base des emplois qu'elle produit. Là, il y a sûrement une piste qui est... Donc plus le champ est grand, plus on a d'argent. Si on a d'argent, si on est tout seul sur sa machine, etc. En même temps, bon, ces gains de productivité, sans doute, à un moment, ils ont été nécessaires. Ils ont permis justement d'arriver à l'autonomie alimentaire de l'Europe, etc. Donc on ne peut pas mettre les choses à la poubelle comme ça, mais quand même. Juste sur la question des céréaliers, aujourd'hui, sur le fait de pousser de plus en plus les exploitations à grandir, etc., ça veut dire qu'ils sont obligés aussi d'investir sur du matériel qui est de plus en plus coûteux. Je ne pense pas que ce soit, disons, la portion effectivement de la production agricole qui soit le plus malmenée aujourd'hui. Moi, j'en discutais avec un certain nombre d'entre eux, c'est pas non plus forcément très confortable à vivre tous les jours parce qu'il y a des taux d'emprunt, etc., qui sont très importants pour les machines, etc. Mais bon, c'est un peu un aparté. Mais effectivement, je pense que il y a sans doute un positionnement à retrouver où on peut réintégrer la valeur ajoutée de la vente des produits dans les circuits de commercialisation et que les agriculteurs en bénéficient directement et qu'ils soient du coup capables, à partir de cette valeur ajoutée et peut-être effectivement à partir d'une évolution aussi des politiques publiques en la matière, de recréer de l'emploi sur les territoires et de rendre les produits qu'ils produisent directement disponibles à des populations, soit qu'on ait à faire des circuits de transport qui sont parfois un peu aberrants, il faut l'avouer. Et pour terminer sur ces circuits courts ou sur le bio en général, est-ce que ça peut être une solution puisque souvent on entend les grands industriels dire que de toute façon le bio et le local ne seront jamais suffisants, ne seront jamais assez productifs, assez efficaces pour nourrir tout le pays. Est-ce que c'est un faux argument ? Est-ce que c'est vrai ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une solution. On est dans un système, on ne peut pas sortir du système dans un claquement de doigts, etc. Il y a des réalités aussi qui dépassent les réalités françaises dont on est obligé malgré tout de tenir compte, qu'on le veuille ou non. Par contre, je pense qu'on peut dire que c'est pas non plus un rêve et une idée lointaine, etc. C'est des choses qui sont déjà en place. Il y a 25% en Ile-de-France, il y a 25% des exploitants qui ont mis en place des diversifications à la ferme. Donc c'est pas quelque chose dont on rêve, c'est des choses qui sont déjà en place et qui sont déjà qui sont efficaces et qui marchent bien et qui permettent. Mais par contre, c'est des choses qui se font aujourd'hui parce que les agriculteurs croient en ces solutions-là et ils vont un peu. Il y a des aides de la région Île-de-France, mais comparé aux aides PAC, c'est quand même assez disproportionné. Et donc, ils vont un peu à la force du poignet. C'est des gens qui acceptent. Et moi, la plupart des céréaliers avec qui je parle sur le plateau de Saclay aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait ce pas d'aller vers des diversifications. Et ben oui, effectivement, ils sont passés un nombre d'heures. Ils ont doublé le nombre d'heures qu'ils passent par semaine sur leur exploitation. Et des fois, ça leur pèse. Et ça diminue les risques, mais c'est aussi compliqué sur la vie familiale, etc. Mais ils le font parce qu'ils croient à cette orientation-là, etc., et qu'ils ont envie aussi de retrouver vraiment un sens et de retrouver des contacts, etc., avec l'ensemble du tissu socio-économique avec lequel ils interagissent sur le territoire. Pour terminer, pour conclure, Luc Miseray, la question qu'on se posait en début d'émission, c'est faut-il changer de modèle ? Alors faut-il changer de modèle ou faut-il adapter le modèle actuel ? Moi, il y a un chant qui est très cher à mon cœur, qui dit « Du passé, faisons table rase ». Mais ça, c'est un chant du 19e siècle. Donc, je ne crois pas dans ces ruptures brutales. Donc, effectivement, il faut que ça soit progressif. Mais c'est possible. Mais ça s'inscrit dans une logique plus générale. Quand je disais tout à l'heure, c'est la loi du marché, bah oui, c'est la loi du marché. C'est la loi du fonctionnement économique actuel qui n'est pas économique, mais qui est financier. Et donc tant qu'on sera dans ce système, ça ne pourra pas changer. Voilà, donc il faut venir à quelque chose de beaucoup plus équilibré, où chacun retrouve toute sa place. L'agriculture peut être... on est en recherche d'emplois à créer, mais si on adopte d'autres modes, mais effectivement, il y a là aussi des sources d'emplois, donc de gens qui vivent correctement, et puis de quelque chose qui est plus basé sur la qualité. Il a fallu faire du quantitatif. Bon, on a fait du quantitatif, mais il y a bien longtemps qu'on aurait pu quand même
revoir un petit peu la la qualité et puis travailler sur quelque chose qui soit plus à échelle humaine. Et donc c'est surtout ça. Et après, on a des choses à inventer, y compris dans nos villes, y compris dans le développement d'une agriculture de proximité dans nos villes. Et là-dessus, je vous rejoins bien parce que on voyait. Ce sera votre conclusion. D'ailleurs, vous vouliez également parler d'un événement qui arrive. Oui, je conclure en même temps. Je vais passer très vite là-dessus. Après, je conclurai. Du coup, oui, sur la question, on voyait bien la plupart des gens interrogés aujourd'hui. Je pense qu'il y a une conscience quand même assez généralisée dans nos sociétés que l'agriculture a une place très importante, qu'on a un peu oubliée et qu'il faut remettre l'agriculture dans une place centrale. Donc ça, voilà, je ne vais pas revenir. Je pense qu'on a déjà développé assez en profondeur cette question. Justement, nous, on organise effectivement le 30 septembre prochain, donc la semaine prochaine, un grand événement sur les espaces agricoles naturels et forestiers du plateau de Saclay. On vient de remporter avec Terre et Cité et l'ensemble des acteurs du territoire qui ont travaillé sur ces questions-là un programme européen leader qui finance justement les actions de développement local, les actions de développement territorial, notamment agricole. Donc on va présenter ces financements-là. On présente aussi le devenir de la zone naturelle agricole et forestière du plateau de Saclay qui était prévu par la loi du Grand Paris. Et puis c'est un événement qui a une dimension aussi assez conviviale, au-delà des 2 tables rondes que j'ai présentées, qui auront lieu de 17 à 18h et de 18 à 19h. Après, il y a un temps beaucoup plus convivial avec justement les agriculteurs, puisque c'est bien eux qui sont au centre de toute cette histoire-là, qui viennent nous présenter les produits qu'ils produisent sur le plateau de Saclay. Et avec qui on pourra notamment échanger. Avec qui on pourra échanger. Et ensuite, un concert d'un petit groupe du coin Bazar et Bémol. Donc, concert en entrée libre à partir de 20h30. Voilà, donc voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site Terre et Cité. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur cet événement. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à ce débat très passionnant. On a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à réagir sur le Twitter de l'émission, #78société. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro du 78 Société. Bonne soirée.